Oui. Bonjour à tous. Merci beaucoup à Nicolas Pariser et à Michael Hers d'être là, tous les deux qu'on aime beaucoup ici, qu'on aime beaucoup revoir ici, voir et revoir depuis plusieurs années. Ça nous fait vraiment très plaisir. On est un peu désolé parce que comme on est en période de bac, malheureusement les lycéens sont en plein oraux. On a tout tenté pour les faire annuler, mais on n'a pas réussi. On a pourtant bien essayé. Ils auraient bien aimé qu'on les fasse annuler pour venir vous écouter, mais voilà, ça n'a pas été possible. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Et puis, je pense que ça va être un débat passionnant qui, par ailleurs, je le précise, est filmé par notre ami Nikita, qui ensuite fera un montage qui sera diffusé. Je vous le dis pour que vous le sachiez. Vous fassiez pas trop de gros mots, tout ça, mais c'est pas le genre de la maison. Voilà. Je passe la parole à Julio, qui va quand même dire un mot. Oui, non, juste pour dire que ça nous fait énormément plaisir de vous avoir. Vous êtes deux cinéastes auxquels les festivals tiennent beaucoup. Je vous considère un peu comme deux amis du festival, en fait. Et vous avez accompagné, en fait, toute l'histoire du festival. Vous avez participé en compétition plusieurs fois, plusieurs reprises, en gagnant aussi des prix. Et du coup, ça nous fait plaisir, particulièrement plaisir de vous avoir. Je pense que ça va être un dialogue passionnant. Et je vous laisse la parole. Merci à vous. Donc je vais commencer. D'ailleurs, je veux dire, c'est moi Nicolas Pariser. Et je fais comme si on était Belmondo et Delon, donc donc voilà, je suis Nicolas Pariser et Michael. Et donc Maggie m'a demandé, donc c'est moi, j'étais le premier à être invité, donc je prends la parole. Et Maggie m'a demandé avec qui j'aimerais discuter, et donc j'ai choisi Michael. Je vais essayer d'expliquer en deux mots pourquoi, et puis après on pourra commencer le débat. Alors, il y a des raisons totalement superficielles, mais que je tiens quand même à dire, c'est qu'on a le même chef opérateur. Et d'ailleurs, est-ce que tu as fait tout, qui s'appelle Sébastien Buchmann, tu as fait tous tes films avec lui ou pas J'en ai fait 5 sur 6 avec lui. Voilà. Bon, moi j'ai fait donc tous mes films avec lui, et donc j'entendais beaucoup parler de toi quand je commençais, enfin quand j'ai rencontré Sébastien, parce que tu avais dû commencer à faire des films peut-être 2 ou 3 ans avant moi, ou même 3-4 ans avant moi, et donc il me parlait souvent de Michael Hers, ça m'agaçait un peu, il disait j'ai fait ça, Michael Hers, et bon ça va, ouais. Et ensuite on vit chacun toujours dans la peur de faire nos films en même temps, et donc de pas pouvoir travailler avec Sébastien Buchmann, et à cause de Michael, j'ai failli ne pas pouvoir faire mon premier long métrage avec Sébastien, et heureusement ça s'est heureusement fini, et j'ai pu le faire. Et là encore cette année, tu viens de finir un tournage, et moi je commence mon tournage en octobre, mais je crois qu'il y a quand même des problèmes d'étalonnage. Tu vas nous piquer encore. Donc voilà, on a voilà. Donc ça c'est le rapport un peu superficiel, c'est que j'entendais tout le temps parler de toi, et alors je sais pas toi, mais bon, maintenant ça va mieux. Mais quand j'ai commencé vraiment à faire des courts-métrages, j'avais du mal à supporter que d'autres en fassent, parce que j'avais vraiment peur qu'il fasse des... Enfin, j'avais un peu peur, tu vois, bon, il fait des films avec Michael Hers, donc ça c'est génial, et après il va faire des films avec moi, et là il va s'apercevoir que... Enfin, il y avait le syndrome, il fait des bons films avec Michael Hers, et avec moi, bon, il fait des films nuls avec moi. Donc il y avait tout ce truc de... Et puis bon, heureusement, quand on fait des longs métrages, on vit moins dans la peur des autres réalisateurs et réalisatrices. Mais donc voilà. Et ensuite, sur une anecdote, bon, qui est plus intéressante et moins anecdotique, c'est qu'il y a toujours un problème, mais disons un moment important quand on fait des films, et d'ailleurs que le Festival de Brive incarne très bien ce moment, et c'est que c'est le passage évidemment du court ou du moyen métrage au long métrage. Et
Et j'avoue que c'était un moment donné où j'étais un petit peu, j'étais doublement coincé. C'est-à-dire que j'avais fait un premier court-métrage qui s'appelle Le jour où Ségolène a gagné, qui était vraiment fondé sur un gag, qui était de montrer Ségolène Royal sur le toit du Parti Socialiste, rue de Solferino, disant on a gagné, enfin, et j'avais imaginé qu'il y avait une militante socialiste qui arrivait en retard chez elle à la télé, qui regardait Ségolène Royal dire ça et qu'elle pensait que Ségolène Royal avait gagné. Donc c'est un argument un peu court, mais enfin pour 10 minutes c'était largement suffisant. Et puis j'ai fait un deuxième film qui était plus long, qui a été à Brive en 2010, mais enfin qui était pareil sur, disons, je dirais une idée de scénario voilà, que j'ai déployé pendant une demi-heure. Mais enfin, le passage au long, ça peut plus marcher sur juste, disons, sur une idée ou deux idées. Il faut articuler 3, 4, 5 idées. Et puis surtout, il faut l'articuler, je pense, à sa propre sensibilité. Il faut que ça tienne la route. Voilà. Et c'était donc une époque où il y avait beaucoup de gens qui faisaient des courts-métrages et de la chance que notre génération a eue avec Michael. Et c'est qu'on était beaucoup de gens qui ont fait des courts-métrages et qui ont réussi ensuite à faire des longs. Et d'ailleurs, beaucoup de ces gens sont passés à Brive et à Pantin. Enfin voilà, on a eu beaucoup de chance de... Enfin, j'étais un petit peu perdu et il y avait des courts-métrages. J'essaie de voir peu de courts-métrages parce que ça me terrorisait à chaque fois que je voyais un bon film. En fait, le problème, c'est que quand je voyais un mauvais film, ça m'énervait parce que je me dis vraiment, c'est pas possible de faire un bon film. Et puis quand je voyais un bon film, j'étais mort de jalousie en me disant merde, j'arriverai jamais à faire aussi bien. Donc il y avait d'abord cet aspect des choses. Et puis malgré tout, même dans les films qui étaient très réussis, qui marchaient très bien en festival, enfin dont on parlait, quoi, dans les courts-métrages dont on parlait, en fait, il y avait quand même au milieu des années 2000 comment dire, un truc disons, les gens étaient très inféodés quand même au cinéma de Piala, et il y avait quelque chose dans ce cinéma-là que je trouvais extrêmement violent, et c'était une violence dans les rapports entre les personnages et puis même dans la représentation. Et c'était quelque chose dans lequel je ne me retrouvais pas. Et en fait, j'avais envie de m'inscrire dans le cinéma de ma génération, de mon époque. J'avais pas envie de faire des choses trop originales parce que j'aime bien, disons, que l'originalité ou que, disons, la personnalité d'un film soit discrète et pas ostentatoire. Et j'avais du mal à trouver ma place dans ce cinéma qui était très très influencé par Piala. Donc d'abord parce qu'il y avait cette violence, et puis que c'était aussi beaucoup, je trouvais, un cinéma souvent de terroir, enfin, qui se passait dans des maisons de campagne, et c'était un cinéma auquel j'avais beaucoup de mal à m'identifier, et j'étais un petit peu bloqué. Et pour prendre un exemple, il y a un film que j'aime énormément, qui est le film d'Arthur Harari, La main sur la gueule, mais qui est vraiment une espèce de chef-d'œuvre de cinéma de ces années-là, mais qui est très violent, très pialatien, et puis très à la campagne, etc. Et c'était quelque chose, pour moi, qui était quelque chose un peu du cinéma d'extraterrestre, un peu pour moi. Et voilà. Et à un moment donné, donc, je me suis retrouvé à l'avant-première du premier long métrage de Michael, Memory Lane. Je connaissais pas du tout Michael. Je ne sais même plus si j'avais vu tes courts-métrages à ce moment-là ou si je les ai vus après. Je sais pas. Mais enfin bon, toujours est-il que j'étais assisté à cette projection-là, et c'est quelque chose qui m'a énormément soulagé, peut-être un mot pas assez fort, mais qui m'a beaucoup ému, et qui m'a permis, je pense, ensuite d'essayer de trouver ma place. C'était que voilà, c'était un film qui n'avait pas de violence formelle. C'était pas un geste formel violent où les rapports entre les personnages n'étaient pas disons, fondés sur le modèle de la crise, comme chez Piala. Enfin, les choses n'étaient pas montrées de manière violente. Le film avait quelque chose, disons, alors
je disais tout ça tout à l'heure, je racontais ça tout à l'heure à Mickaël, quelque chose de normal. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, il y avait deux types de films. Il y avait des films qui m'intéressaient, donc c'était des films pour enfants. Puis mes parents, ils allaient voir des films normaux. C'est-à-dire que c'était des adultes dans des appartements ou dans, je sais pas, dans des voitures qui discutaient. Et pour moi, c'était vraiment... Alors, j'avais pas du tout envie de voir ça, mais c'était des films normaux. Et en fait, moi, en grandissant, enfin, je me suis mis à adorer les films normaux. Enfin, et quand j'ai dit films normaux, par exemple, les films de Rohmer, malgré le fait qu'ils soient très reconnaissables, bah, c'est Les Nuits de la pleine lune, c'est jamais que des gens qui discutent dans des appartements, qui prennent des voitures, etc., qui prennent le train. Et donc, il y avait quelque chose dans le film de Mickaël, c'était enfin un film normal, mais avec un univers qui était dès le premier long métrage. Mais en fait, c'est un univers que tu avais construit, je pense, déjà dans tes courts métrages. Mais enfin, disons, dès ton premier long métrage, il y avait quelque chose pour moi qui était un univers très très délimité. Alors pas du tout dans un sens négatif, mais disons un univers très très délimité au sens où c'était une écriture, au sens d'écriture de cinéma, que je n'avais jamais vue. C'est-à-dire que c'était un film qui s'inscrivait évidemment et dans le cinéma français et dans le cinéma français disons de la fin des années 2000. Mais c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Mais dans un cadre, je vais le dire, c'est pas du tout péjoratif, mais apparemment banal. C'est-à-dire de la même manière que certains films de Truffaut ou de Chabrol. Je veux dire, Le Boucher, pour un film des années 70, ça doit être un chef-d'œuvre. C'est un film relativement banal avec des comédiens normaux, une intrigue criminelle comme plein de films de ces années-là parlaient. Et j'étais ému parce que il y avait quelque chose d'inédit et d'absolument inédit, c'est-à-dire que c'était comme l'apparition d'un écrivain ou d'un chanteur, enfin voilà, quelque chose d'absolument inédit, mais dans une forme de banalité. Et cette banalité et la banalité que j'aime, alors c'est peut-être, et puis j'en finis là parce que sinon ce sera déjà terminé, donc j'arrête, une banalité que j'aime parce que c'est peut-être la banalité du cinéma hollywoodien, par exemple classique, où en fait les films hollywoodiens, ils se ressemblent beaucoup. Un film de Hawks, c'est à la fois génial et banal, au sens où on en fabriquait on en fabriquait beaucoup tous les ans. Et en fait, j'ai eu assez rapidement, comme cinéphile, une méfiance pour, disons, les films qui n'étaient pas banals. Enfin, j'ai beaucoup d'admiration pour, je sais pas, Intolérance ou Napoléon de Abel Gance ou 2001, l'Odyssée de l'espace, ou pour, je sais pas, Stalker de Tarkovsky. Mais c'est pas ces films-là qui me touchent le plus ou que j'ai le plus envie de voir. Moi, j'adore des films, certaines séries B ou effectivement tel film de Rohmer ou même des plus gros films, je sais pas, un très gros mélo, etc. Mais j'aime en fait, j'aime pas l'originalité. J'aime qu'un film banal soit hyper personnel. Et c'est quelque chose qui, par exemple, peut m'éloigner du cinéma de Piala ou par exemple de Rosier, parce que Piala et Rosier sont deux immenses cinéastes, mais qui ont quelque chose de monstrueux pratiquement. Enfin, mais au bon sens du terme, évidemment. Hein. Mais c'est un cinéma qui, pour moi, est très, très éloigné de ce que j'avais envie de faire. Et je trouvais, voilà, dans le premier film de Mickaël, et puis après, c'est quelque chose ensuite qu'il a évidemment déployé dans ses autres films, c'est une forme d'extrême originalité à l'intérieur d'une forme de banalité, au sens où un film, c'est quelque chose qui n'est pas exceptionnel puisqu'il en sort 30 par semaine, voilà, et qu'on revoit quand même souvent les mêmes comédiens, etc. Mais voilà, donc j'arrête là et voilà, peut-être juste te dire, voilà, est-ce que ça te dit quelque chose ou est-ce que j'ai vraiment absolument rien compris et que tu comptais faire, qu'en fait Memory Lane était un remake déguisé d'André Roublev et que je suis passé complètement à côté, quoi. Voilà. Non, merci de ton invitation, Nicolas, déjà, ça me fait très plaisir, et puis merci à vous d'être là. Non, mais je pense que ça a à voir avec une question, je pense, de sensibilité, de personnalité, et la banalité, la normalité dont tu parles, finalement, sans doute qu'elle est toute relative. J'imagine que
la conception des rapports humains pour Piala est violente. Pour lui, c'est une forme de normalité. Enfin, c'est sa banalité à lui, peut-être. Donc, non, mais en tout cas, ça me touche beaucoup ce que tu dis, puisque ce que j'essaie de faire effectivement, c'est de m'emparer, on va dire, de quelque chose qui est assez ordinaire, assez trivial, qui appartient à la vie, à la vie quotidienne, et d'essayer malgré tout de lui donner une forme, de poésie, quoi, enfin de romanesque, d'insuffler à l'intérieur de ça. Donc c'est peut-être ça dont tu parles. Et puis après, on le fait avec ce qu'on est. Donc je dirais que c'est singulier, mais comme le sont, j'imagine, la plupart de toute façon des films. Oui, non, mais en fait, ce qui m'a plu très, très vite. Puis après, on a dit aussi autre chose, qu'on n'allait pas faire le grand échiquier, enfin qu'on n'allait pas dire du bien de chacun pendant 2 heures et essayer de parler de choses concrètes, etc. Mais oui, voilà, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait une nouveauté au sens de l'apparition de quelque chose d'inédit, au-delà d'un geste très visible, et c'est ce que j'avais envie de faire. Et du coup, je pense que c'est ce qui à un moment donné m'a donné une voix pour pouvoir écrire mon premier film. Et donc non, alors après les questions dont on voulait parler, c'est on va pas faire des analyses de nos films, ça n'a pas de sens. En plus, je pense qu'on n'est vraiment pas les meilleures personnes pour le faire. Mais plutôt de parler de comment, une fois qu'on a fait un premier film, comment on trouve le sujet du deuxième, comment on réussit à quand même réaliser le deuxième et puis le troisième, et puis est-ce que c'est un processus compliqué ou pas, et puis parler un petit peu des contraintes de production autour de ça. Et donc peut-être commencer par une question très concrète. Tu m'as dit tout à l'heure devant le cinéma qu'à chaque fois, et c'était un peu mon cas aussi évidemment, tu te faisais avoir, c'est-à-dire que tu aimerais dès la finition d'un film pratiquement pouvoir peut-être au moins finir le scénario du suivant, ou sinon le tourner. Et voilà, en fait, comment ça se passe, comment est-ce que combien de temps tu mets à peu près pour trouver un sujet, et quelle est la temporalité de ça, c'est-à-dire que en gros on tourne, on prépare, on tourne, on monte, tout le processus dure 1 an jusqu'à la sortie à peu près, et puis une fois la sortie, on est quand même un petit peu essoré, et comment ça se passe à partir de ce moment-là, quoi. Oui, c'est vrai que je me fais avoir à chaque fois. C'est assez mystérieux en fait. Je fonctionne beaucoup de manière, c'est-à-dire je prends pas de notes, je travaille pas quotidiennement, on va dire, à l'écriture. Enfin, j'ai pas. Donc c'est une période un peu comme ça, un peu de marasme, où je me promène, je lis, je peux regarder des films, je vais sur Internet. Enfin, c'est tout un mélange comme ça de choses et qui mettent longtemps à émerger, dont je vois pas vraiment la cohérence. Et c'est une période un peu angoissante, parce qu'après tout, c'est vrai qu'on se dit, pourquoi il y en aura un suivant, dans le fond. Enfin, c'est pas non plus une source inépuisable. Surtout, moi, j'ai un imaginaire pour les histoires qui est assez peu développé. Voilà, j'essaie de partir encore une fois d'un matériau très brut et à la portée de tout le monde. Et donc ce matériel-là est à la fois inépuisable et pas épuisable. Enfin, c'est un peu un paradoxe, quoi. Et donc il y a toute cette période un peu stressante finalement, où on se dit, mais oui, qu'est-ce que je vais faire après, quoi? Qu'est-ce que je vais raconter? Parce que c'est vrai que c'est un petit miracle quand même de faire des films. On ne sait pas trop d'où ça sort. C'est un miracle d'être accompagné, d'être entouré pour les faire. Je sais pas, ça naît de rien. Tout à coup, ça existe. C'est quelque chose. Mais qui n'est pas gagné, quoi. Est-ce que, par exemple, il me semble que tu as changé de producteur après ton premier film, c'est ça, ou deuxième? J'ai changé de producteur après mon premier long métrage. En fait, j'ai changé parce que ma productrice a arrêté de produire. D'accord. Voilà. Et donc à ce moment-là, il y a
j'ai recontacté des gens qui m'avaient contacté, qui avaient vu mes films. C'est pour ça que j'ai changé, sinon je... Et c'est quoi est-ce que ton producteur ou ta productrice à l'époque t'aide justement dans le processus qui consiste à te cristalliser sur un projet en particulier ou... Pas réellement, en fait. Donc il y a toute cette période un peu longue où il n'y a rien de concret, on va dire, qui se formalise sur papier. Et généralement, je vais voir le producteur avec une première version de scénario. Jusqu'à présent, ça s'est toujours passé comme ça. Et après, on en discute. Pour le coup, je suis très bien accompagné. Enfin, j'ai eu de la chance entre cette productrice et le producteur qui me suit actuellement. C'est mon principal soutien. Donc là, à ce moment-là, je suis très accompagné, mais je ne peux pas dire qu'il y ait quelque chose... c'est difficile, comme ça repose sur rien, on discute pas vraiment, on discute à partir d'un projet, quoi. Mais c'est des questions que je me pose, enfin c'est des vraies questions. Il y a souvent l'envie, par exemple, un peu abstraite de faire une adaptation. Donc, c'est vrai, ça serait chouette de tomber sur un livre, voilà, d'en faire un scénario, et de l'adapter. Et ça s'est jamais passé. Ça serait une manière aussi d'essayer autre chose, un autre rapport à l'imaginaire, à la fiction. Ça, c'est des discussions qu'on peut avoir avec le producteur, par exemple, mais ça s'est jamais concrétisé réellement. Mais est-ce que tu as l'impression, parce que souvent, je me dis que, comment dire, entre guillemets, la vie parisienne moderne, et puis, on a tous les deux des enfants qui sont petits. Petits, qui sont des vrais enfants, ils peuvent pas partir avec un sac à dos visiter le Mont Saint-Michel, mais est-ce que, par exemple, il y a par exemple, je crois que c'était Jacques Audiard qui disait ça, que quand il était petit, en fait, ses parents s'occupaient pas du tout de lui, et donc ses parents pouvaient travailler tout le temps. Et est-ce que tu as l'impression que nous, le fait que par exemple, je sais pas, on fait nos courses, tu vois, on fait nos courses, on prend le métro, on va chercher les enfants à l'école, etc. Je suis très content de faire tout ça. Hein. Est-ce que ça nous fait pas perdre, je sais pas, à terme 2 films, 3 films, 4 films le temps le temps des courses et des devoirs, par exemple. Je pense que, dans des réalisateurs qui sont vraiment, des réalisatrices, sauf qu'il y en avait justement dans ce monde-là peu à l'époque, malheureusement, mais je pense que, je sais pas, Claude Sautet ou Melville, Claude Sautet, je sais pas si Melville a des enfants, je crois pas, mais enfin, il s'occupait pas du tout de savoir où partir en vacances, des choses qui prennent du temps dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que, est-ce que tu as l'impression que la vie quotidienne aujourd'hui nous empêche de faire des films, non pas le prochain film, évidemment, mais que ça nous prend, si à chaque fois on perd 6 mois, dire à la fin, ça devient assez vertigineux. C'est une question que je me pose souvent, mais peut-être que j'ai tort complètement. Par exemple, tu vois, je suis très ami avec Arthur Harary et Justine Triet. Ils ont des enfants. Ça prend un temps fou quand même de s'occuper des enfants. En 1975, ils auraient été en pension, les enfants, et on n'en parlait plus, quoi. Mais évidemment, moi, ils n'ont aucune envie, ni moi non plus, de mettre nos enfants en pension. Je pourrais même pas faire de film. Je pense que si ma fille était en pension, je pourrais même pas faire de film, quoi. Mais voilà, est-ce que il y a quelque chose, ou bien est-ce que tu te dis que si tu n'avais vraiment, si tu avais une vie où tu avais un valet et un cuisinier, etc., est-ce que tu ferais plus de films ou pas? Je peux pas répondre. Encore une fois, comme je fais des films qui partent de situations de la vie, j'ai l'impression que ça me nourrit. Enfin, faut vivre pour faire des films. Et bon, c'est la seule vie que j'ai en l'occurrence. Voilà, elle me convient très bien. Après, c'est vrai qu'il y a parfois le désir d'être isolé, quoi, ce qui est pas possible en famille, c'est-à-dire d'avoir un endroit à soi où on puisse. Donc ça c'est pas possible. Mais je pense pas que ça me fasse perdre du temps. Je pense que ça alimente vraiment les films. Un peu mystérieusement, je sais pas jusqu'à quel point faire des courses, ça nourrit le... Mais je crois au contraire, non, je crois que ça me... Je crois que c'est le contraire, mais je te retourne la question du tout. Toi, tu as l'impression que ça te... En fait, non, moi je pense que je suis de très mauvaise foi parce que j'ai toujours été très paresseux comme... comment dire, disons dans mon travail... j'étais un élève très paresseux. Donc je pense que le métier de réalisateur est quelque chose qui me convient parce que
ça me convient parce qu'on peut se permettre quand même d'être paresseux pendant l'écriture, enfin paresseux. Pendant l'écriture, on ne travaille pas de 7h du matin à 10h le soir. Mais en même temps, quand on a énormément de travail, quand on est en prépa ou sur un tournage, on est forcé. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis en prépa. Quand ma première assistante me dit on se retrouve à 8h du matin à tel endroit et voilà la liste des choses qu'on doit faire, comme je suis très contraint par l'emploi du temps, je peux pas dire non, écoute, ça m'embête, on va pas aller visiter tel hôtel, ou on va pas visiter tel décor parce que j'ai envie d'aller chez Gibert, quoi. Donc, et évidemment, le tournage, bon, je préfère finir plus tôt que plus tard, mais je vais pas mettre en danger mon film pour rentrer chez moi une demi-heure plus tôt. Donc j'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ma paresse qui m'empêche de faire plus de films que la vie de famille. Mais voilà, c'est une question que je me pose aussi. C'est est-ce que si on était en 1950 et que on habitait un 200 mètres carrés avec bonne et chauffeur, est-ce que ce serait différent ou pas? Et effectivement, je suis pas sûr du tout. Voilà, et oui, non, et sur la question oui, donc là, par exemple, là, tu finis tu vas finir ton film dans quelques semaines, quelques mois. Tu repars à zéro, tu n'as pas du tout de piste de... Alors, pas complètement à zéro, parce que je pense qu'il y a des choses emmagasinées. Encore une fois, c'est un peu mystérieux, donc je ne sais pas vraiment ce que ça va donner. Donc, mais ça donne la sensation de repartir à zéro. Ouais. C'est vrai, quand rien n'est vraiment concrétisé, formalisé sur papier, c'est un peu vertigineux. Encore une fois, chaque fois que je fais un film, je me dis potentiellement c'est le dernier. Enfin, on ne sait pas, quoi. Enfin, quand on n'a rien derrière, donc c'est angoissant, mais en même temps, je sais pas. Je crois que c'est comme ça que ça se passe. Faut peut-être l'accepter, quoi, plutôt que lutter contre. Essayer de trouver une sérénité avec ça, quoi, plutôt que de se dire tiens, je pourrais faire autrement. Manifestement, je fonctionne comme ça. Je vais jusqu'au bout d'un truc, je le termine, et puis après, voilà, il y a cette phase de. Mais toi, je sais que tu rentres en préparation de ton film, que tu tournes en octobre, et tu me dis que tu as une série juste derrière. Ça me fascine assez. Mais oui, mais non, mais faut pas être fasciné parce que, enfin, en fait, je pense que c'est vraiment lié au confinement, c'est-à-dire que j'écrivais un film et quand il y a eu je suis en général très angoissé et très pessimiste, mais radicalement, c'est-à-dire que, par exemple, hier, quand il y a eu la projection qui marchait pas au début. Je me suis dit, en fait, ça ne peut pas marcher. On a eu un problème pendant 5 minutes de projecteur. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Il faut qu'ils aient le courage de venir nous dire que ça ne marchera jamais. Et j'étais extrêmement énervé qu'ils disent, mais voilà. Donc, quand il y a eu le confinement, j'étais absolument persuadé que les salles ne rouvriraient jamais. Et donc, je me suis dit, donc, il faut que je change de métier absolument. Alors, en général, ça va assez vite. Je ne peux pas vraiment changer de métier. Mais disons, je me suis dit, je vais écrire une série. Et j'avais une idée de long métrage qui était un petit peu longue et qui était très vague. Et donc je me suis dit, je vais transformer ça en série. Et je me suis dit, je vais faire une série où il ne se passe absolument rien. Parce que comme je suis assez agacé par les séries, parce qu'il se passe trop de choses et que ça n'a plus aucun sens, je me suis dit, Et en plus, ce qui me plaisait, c'était que, en fait, je me dis que j'aime pas du tout les films où il ne se... Enfin, j'aime pas du tout. J'aime pas les films ennuyeux où il se passe pas grand-chose, etc. Et le film que j'écrivais, il se passait énormément de choses. Et je me suis dit, par contre, comme je déteste les séries où il se passe plein de choses, je vais essayer d'écrire une série où il se passe rien. Et donc, mais bon, c'est extrêmement difficile d'écrire une série où il se passe rien, parce que ne rien se passer pendant 9 heures... voilà, mais donc j'ai écrit un projet de série en me disant que de toute façon les salles ne rouvriraient jamais, et puis on l'a envoyé aux chaînes. Alors les plateformes m'ont dit que ça ne convenait pas parce que c'était de la slow fiction. Et puis finalement Canal+, voilà, après rien n'est fait parce que c'est toujours des processus très longs, mais c'est une situation vraiment exceptionnelle liée au confinement et donc à la transformation d'un peut-être projet en série. Mais non, même en fait quand j'ai tourné Alice et le maire, quand j'ai écrit Alice et le maire, je l'ai envoyé à Lucchini, qui m'a dit qu'il était d'accord pour le faire, mais qu'il le ferait qu'1 an et demi plus tard.
Et alors j'étais doublement, enfin, donc j'appelle mon producteur qui dit mais t'es sûr qu'on l'attend, etc. Alors, moi j'étais hyper content. La première raison c'était que je me dis je ne vais rien faire pendant 1 an. Et que j'avais une superbe voilà. Et puis l'autre raison c'était que je me disais Romer il a attendu Trintignant je ne sais combien d'années pour faire Manu Chebo, donc je me dis c'est quand même super de pouvoir attendre Lucchini, et il m'aurait dit 2 ans, j'aurais dit aucun problème, ma femme travaille, bon. Mais par contre je me suis dit comme ça génial, je vais faire à l'américaine, je vais écrire un film pendant mon année sabbatique, et je me suis dit je vais même tenter d'écrire avec quelqu'un, chose que j'avais jamais faite. Et en fait il s'est passé un truc assez marrant, c'est que j'ai écrit un film beaucoup trop cher, mais exprès, c'est-à-dire que j'ai écrit un film qui ne servait à rien en fait. C'est un film en anglais dans les années 30, avec un acteur français, donc une star française, donc qui n'est pas du tout connue dans le monde anglo-saxon, et puis tous les autres acteurs en Angleterre, en anglais, donc pas d'avance sur recette. Enfin vraiment, et puis un film, je sais pas, à 10 ou 15 millions. Voilà. Et en plus avec une co-scénariste, sachant que j'ai jamais travaillé avec une co-scénariste, et que donc ça prenait des plombes et des plombes et des plombes et des plombes. Et donc je suis arrivé à la fin avec un projet qui était infaisable. Et puis là-dessus, la préparation d'Alice et le maire est arrivée, et donc j'ai pas du tout mis à profit cette année-là, quoi. Mais il y a une autre question dont je voulais qu'on parle, parce que l'heure tourne quand même, qui est une question qui m'intéresse, et qui est celle de, en fait, quand on a commencé à faire des films, les gens qui ont à peu près notre âge, vers 2006, 2007, 2008. Bon, évidemment, en France, tous les gens nés dans des décennies souhaitent refaire le coup de la nouvelle vague, c'est-à-dire arriver, qu'une génération arrive, faire des films qui se ressemblent, etc. En fait, l'apport de la nouvelle vague, peut-être l'apport le plus exceptionnel de la nouvelle vague, c'est pas tant qu'il y ait 5 très grands cinéastes qui soient arrivés en même temps, parce qu'il y a eu aussi, enfin, ce sont des choses qui arrivent quand même, mais c'est qu'en fait, ils ont renouvelé le star system depuis le cinéma d'auteur. C'est-à-dire que Belmondo, Bardot, Brialy, tous ces gens-là, qui sont devenus dans les années 60 et 70 les grandes stars du cinéma français, ont été inventés par les auteurs de la nouvelle vague. Et quand je réfléchis à ça, et en pensant à ton premier film et ensuite à tes films suivants, je me dis que, contrairement à moi, toi, à un moment donné, j'ai eu l'impression que tu avais eu la volonté, pendant ton premier film, d'arriver avec, d'arriver comme réalisateur, comme scénariste, comme réalisateur, mais d'arriver avec, disons, ton propre, alors star system, je sais pas, mais enfin, en tout cas, d'arriver avec tes propres comédiens, et de proposer au public non seulement des nouveaux films, mais aussi les comédiens qui allaient avec. Et tu es pas le seul, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réalisateurs de nos âges. Alors moi, j'ai pas eu cette inventivité-là, ou en tout cas, j'ai pas. Moi, j'ai commencé à faire, dans tous mes films, dans mon premier film, il y a 2 acteurs robériens, voilà, et ça m'allait très bien. Et puis après, c'est aussi parce que j'ai commencé à faire des films un peu tard, mais j'ai pas eu l'envie de trouver des gens qui avaient 30 ans et qui n'avaient jamais été vus. Et je m'aperçois que, en fait, dans les gens qui ont notre génération, beaucoup de gens ont réussi à faire un film, 2 films, 3 films, 4 films. Et ça va à peu près. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de quoi se plaindre plus que ça pour les gens de notre génération. Il y a un système de financement qui fait que, etc. Et en réalité, très vite, alors contraint, je ne sais pas si tu as été contraint, ou en tout cas, ça s'est fait comme ça. C'est que tu as fait des films avec des comédiens qui étaient déjà là avant. Et même dans mon cas, c'est pareil, c'est-à-dire que même si je mets Lucchini, Dussolier ou Melville, Poupeau à part, parce qu'ils viennent d'ailleurs, mais par exemple quelqu'un comme Anaïs de Moustier, qui est plus jeune que moi,
n'est pas apparu avec, disons, un cinéma français de notre génération. C'est pas comme Bardot ou comme Bernadette Lafont. Elle a commencé avec Haneke, donc avec un cinéaste déjà âgé, reconnu, etc. Et puis ensuite, elle a fait son chemin. Voilà. Et Vincent Lacoste, avec qui tu as travaillé, avec qui moi je vais travailler à la rentrée, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que nous, mais qui n'a pas non plus commencé avec des gens de son âge, etc. Et bon, et tu viens de finir un film avec Charlotte Gainsbourg. Pareil, Charlotte Gainsbourg, en gros, elle a notre âge, mais elle a commencé avec Claude Miller dans un ciné. Et donc, je voulais savoir comment est-ce que tu analysais et puis comment est-ce que tu vivais le fait. Alors là, il y a Guillaume. Guillaume est peut-être une exception. Puisque voilà, le seul acteur peut-être qui est apparu vraiment disons, avec nous, c'est peut-être Vincent Macaigne, mais je me disais c'est peut-être aussi parce que c'est aussi un metteur en scène de théâtre, c'est une personnalité qui c'est plus qu'un comédien, Vincent Macaigne. Voilà. Donc voilà, je dis, est-ce que tu as des regrets par rapport à ça? Et comment ça s'est passé? Est-ce qu'à un moment donné, on t'a dit, bah non, mais tu peux plus continuer avec. Maintenant, il faut que tu prennes un tel qui vient d'ailleurs. Alors oui, c'est une question complexe en fait. Ça s'est fait. C'est vrai que les premiers films que j'ai faits, je filmais des gens vraiment de mon âge, de ma génération. Donc ces gens, voilà, qui m'ont accompagné comme ça sur 3-4 films. Et après, ce sont les histoires qui ont induit aussi des comédiens d'âge différents. Amanda, par exemple, avec Vincent Lacoste, c'est l'histoire d'un jeune de 20 ans. Moi, j'en ai 45. Charlotte Gainsbourg, c'est l'histoire d'une femme d'une cinquantaine d'années. Enfin, c'est à peu près les mêmes âges, mais c'est pas tout à fait pareil non plus. Donc, et après, est-ce que, je dirais, est-ce que ça a été induit par la conscience abstraite que j'avais que ça serait compliqué de continuer à faire des films? C'est difficile parfois de démêler un peu les choses. Mais en tout cas, je ressens profondément ce dont tu parles. Un vrai regret de pas avoir réussi ensemble, on va dire, pour le moment en tout cas, parce que tout reste à faire certainement, mais à imposer comme ça une famille qui puisse bousculer un petit peu. Enfin, oui. En fait, pour résumer, ce qui est drôle, c'est que le dernier qu'il a fait, c'est Desplechin, j'ai l'impression, avec vraiment pour le coup, qui a imposé des gens qui sont très identifiés. En fait, c'est le dernier moment où en fait le star system est venu du cinéma d'auteur. Alors qu'aujourd'hui, on voit, par exemple, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, par exemple, Justine Triet a transformé une star très commerciale, très populaire, qui était Virginie Efira, en comédienne du cinéma d'auteur. Mais ça s'est fait dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, et par exemple, si demain, ce que fait Dupieux avec Jean Dujardin est un peu de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que les stars, disons, du cinéma commercial ont besoin d'être... ont besoin de passer par le cinéma d'auteur, mais que du coup, le cinéma d'auteur n'est plus assez puissant pour créer et donc du coup peut-être qu'il transforme moins en profondeur le cinéma. C'est-à-dire que quand Godard invente Belmondo dans À bout de souffle, il y a du Godard même dans L'As des As en réalité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où quand le cinéma d'auteur est suffisamment puissant pour inventer son propre star system, ça modifie le cinéma commercial. Oui, non, mais tu en parles très bien. C'est un regret. On parle souvent de ça avec Thibaut Vincent, qui est un acteur avec lequel, pour le coup, j'ai beaucoup travaillé. C'est un mystère. Je ne sais pas. Est-ce que l'époque a changé? J'ai pas vraiment la réponse à ça. Mais c'est un regret de constater que ça ne qu'on n'arrive pas pour le moment à produire ça. Enfin. Mais c'est vrai, Guillaume, je ne sais pas si toi tu veux parler de ça. Pour le coup, oui, mais je me dis que ça. Bon, une troisième voix. Guillaume ne dira pas aussi, un mot. C'est vrai que.
Est-ce que tu as un regard là-dessus? Est-ce que ça te parle, cette question-là? Enfin... Non, je veux pas. Si t'as pas envie de parler, je veux pas du tout. Ça m'intéresse juste de. Faut pas non plus que ça se transforme en AG. Hein. Non, bien sûr. Mais je dis, voilà, c'est une question qui m'intéresse vraiment beaucoup et je pense que voilà. Merci à toi. Non, mais je trouve ça assez passionnant. Enfin, ce sujet, en effet. D'ailleurs, vous parliez de Vincent Macken, mais au fond, en fait, on pourrait apporter quelques petites nuances. C'est-à-dire que, par exemple, il y a quand même un petit groupe de comédiens qui est né, alors qui a peut-être pas complètement basculé dans le cinéma commercial, mais il y a quand même Laure Calamy. On pourrait aussi peut-être ajouter, tu as raison, ouais. on pourrait peut-être ajouter Laetitia Doche, mais bon, qui est peut-être pas encore complètement. Mais il y a quand même, je pense qu'on pourrait en trouver quelques autres au fond, Vincent Lacoste a été inventé par Riyad Siatouf. Alors, c'est quand même du cinéma d'auteur. Enfin bon, Non mais tu as raison pour Vincent Lacoste, mais disons que Vincent Lacoste, il a été découvert très jeune oui. Ensuite il a tout de suite alterné. On peut pas dire que Vincent Lacoste soit un produit du cinéma d'auteur comme peut l'être pour le coup Laure Calamy ou Vincent Macken, quoi. Mais en fait, je ne sais pas très bien quoi ajouter à ça, mais c'est vrai que c'est des questions que je me pose souvent et que moi, pour le coup, contrairement à vous deux, j'ai pas encore réussi à faire cette bascule-là, justement. Il y a quelque chose encore en moi qui résiste à ça, en fait. Et je sais que j'aurais la possibilité, parce que des comédiens connus m'ont envoyé des signaux, etc. Mais c'est vrai que j'ai quelque chose encore en moi qui résiste à ça. Bon, après, je sais pas, ce serait je vais pas prendre en otage cette discussion parce que en plus c'est quelque chose de très personnel. Enfin voilà. Mais j'ai longtemps et je me dis que peut-être c'est la prochaine étape, en tout cas pour moi, de réussir à écrire un film sans du tout me trahir, ce que vous avez réussi à faire vous, hein, pour une grande comédienne ou un grand comédien, au sens talentueux et aussi connu. Mais c'est vrai que moi je pense que c'est aussi parce que j'ai un rapport assez documentaire en fait à la fiction, et aux acteurs, et que ce qui n'est pas incompatible, il est possible de raconter quelque chose de très neuf et de très intime sur un comédien célèbre, mais c'est vrai que moi j'ai l'impression que si je résiste encore un peu, c'est que mon rapport au cinéma, en fait, je pense intrinsèquement, est de révéler un peu des jeunes comédiens ou des jeunes comédiennes à eux-mêmes, et je ne sais pas comment dire, en fait, d'inventer avec eux un personnage, et que c'est ça qui profondément m'excite, en fait, et que j'aurais évidemment plus de difficultés à faire ce travail-là avec des comédiens qui ont fait énormément de films, quoi. Mais bon, je ne suis pas sûr que ce que je dis soit très intéressant. C'est très personnel en tout cas, mais ça alimente pas forcément cette discussion-là. Mais c'est vrai qu'il m'arrive de ressentir des pincements au cœur. C'est vrai que quand Justine, que j'aime beaucoup, etc., est passée de Laetitia Doche, Vincent Macken à Virginie Fira, j'ai eu un petit pincement au cœur. Je me suis dit, elle saute une marche, quoi. En réalité, je me suis dit ça avec d'autres réalisateurs. C'est un peu le mot clé de la discussion. C'est assez banal. C'est une démarche. Dans le cinéma, disons industriel classique, on commence par des séries B et de manière. Il y a des immenses films de série B, donc c'est pas du tout un jugement. Un jugement artistique ou esthétique, mais vraiment industriel. Et à un moment donné, le cinéma fait qu'il y a quelque chose où on va ensuite vers un cinéma où il y a plus d'argent, avec des stars, etc. Bon. Et c'est vrai que ce qu'il y a d'extraordinaire en fait dans la nouvelle vague, c'est que peut-être à l'exception de Truffaut, qui à un moment donné ensuite a travaillé avec vraiment des grandes stars,
mais je crois qu'il n'aimait pas tellement travailler avec Belmondo. Et, en fait, les gens de la Nouvelle Vague ont eu la force de faire des films entre guillemets, enfin, en tout cas, mais de continuer à le faire avec des gens qu'ils avaient eux-mêmes créés, ou dans le cas de Rohmer, d'être suffisamment puissant lui-même, comme disons, de territoire modeste, mais quand même très puissant, d'imposer lui-même son propre star system. C'est-à-dire Mais après, par exemple, il y a des cinéastes tout à fait intéressants, pour prendre des gens très différents, de Claude Sautet à Vecchiali, ils ont travaillé avec des gens qui ne venaient pas. Je veux dire, quand Vecchiali fait un film avec Daniel Darieux, il n'a pas inventé Daniel Darieux. Et de la même manière... on n'est pas obligé d'inventer, mais c'est vrai que c'est quelque chose. Voilà, moi, c'est vrai que le regret que j'ai dans les gens autour de moi, c'est en fait d'avoir vécu quelque chose de générationnel, hein, vraiment incontestablement, et puis de voir que beaucoup, pas tout le monde, mais que beaucoup quand même réussi à continuer à travailler, à faire des choses stimulantes, intéressantes. Mais qu'à un moment donné, on sait, mais moi avec un grand plaisir, hein, mais on sait, on a travaillé avec des gens qui étaient déjà là avant nous, voilà, et qu'on n'a pas réussi à créer cette chose extraordinaire que la Nouvelle Vague avait pu créer. Et par exemple, Brigitte Bardot, tu disais qu'elle a vraiment été inventée par Godard. Non, par Vadim. Par Vadim. Mais voilà. Vadim. Après, on pense qu'on veut de Vadim, mais Vadim, c'était un petit film d'auteur. Alors bon, aujourd'hui, quand on voit le film, il n'y a pas de star dedans. Enfin, c'était défendu par les cahiers du cinéma. Enfin, on peut trouver le film aujourd'hui cuculapraline, hein, mais ça n'a pas été. Je veux dire, c'est pas l'industrie qui a créé Brigitte Bardot, vraiment pas du tout, quoi. C'est un réalisateur, qui a fait ça dans son coin, avec un talent évidemment infiniment moins grand que celui de Godard avec Belmondo, mais c'était quand même la même démarche, quoi. On va pas non plus s'apesantir sur ce sujet pendant 3 heures, quoi. Moi, cela dit, je peux un petit peu continuer parce que je trouve que ma réponse n'était pas complète. Et moi, je sais par exemple que pour le coup, j'ai trouvé ça très convaincant. Toi, Michael, quand tu as intégré Vincent Lacoste à ton cinéma, d'une certaine façon, je trouvais que... alors, je ne sais pas de quelle façon les choses se sont faites, mais que ça venait structurer quelque chose dans ton cinéma qui peut-être jusque-là avait un univers très fort, mais qui peut-être restait assez atmosphérique, et que je trouve qu'avec Amanda, il y a eu une vraie bascule à tous les niveaux. Et je ne sais pas, justement, ça vient bien sûr de l'écriture, mais peut-être ça vient aussi le fait de recentrer peut-être le film plus sur un personnage, et j'ai trouvé que du coup, j'ai pas ressenti de pincement au cœur. J'ai au contraire trouvé que c'est comme si tous les éléments étaient déjà là, et que d'un seul coup tout se structurait et trouvait sa pleine puissance dans ce film-là, quoi. Et je trouvais ça vraiment intéressant du coup comme étape, quoi. Enfin, je sais pas ce que. Ouais, merci à toi. C'est vrai que je pense que c'était le film aussi, comme tu dis, peut-être le moins atmosphérique, avec un rapport à l'émotion plus frontal. Et en ça, certainement plus facilement recevable aussi, je pense, par les spectateurs. Et certainement que dans la rencontre avec Vincent, où il y a quelque chose d'un peu... Alors c'est difficile de mettre des mots, là aussi c'est très personnel, des mots sur ça, mais une rencontre assez miraculeuse, oui. C'est-à-dire de sentir vraiment quelqu'un qui réussit à incarner quelque chose, oui, qui jusque-là était peut-être resté, comme tu dis, peut-être plus impressionniste. Enfin, bon. Mais c'est compliqué, tu as raison. Mais la question que je me pose, c'est par exemple,
quelle part ont occupé dans ce virage, en quelque sorte, les discussions avec ton producteur, par exemple. Enfin, je veux dire, après ce sentiment de l'été, est-ce qu'il y avait le sentiment qu'il fallait peut-être passer d'une façon ou d'une autre un cap, enfin, ou en tout cas essayer quelque chose de différent, ou est-ce que ça s'est fait très naturellement comme un glissement Non, ça s'est fait. C'est le film que j'ai fait le plus naturellement, le plus facilement en fait. Et Vincent, je l'avais très peu vu jouer. Enfin, j'avais vu Les Beaux Gosses, quoi, c'est tout. Mais il se dégageait vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup chez lui, mais plus dans les interviews en fait, quand je le voyais. Enfin, c'est vraiment quelque chose de sa personne qui me touchait profondément. Et donc l'écriture a été très vite, le financement aussi. Et ça s'est passé de manière assez naturelle en fait. C'était la seule personne vraiment à qui proposer. Je connaissais pas des tonnes d'acteurs non plus de sa génération. Non, il y a eu quelque chose. Pour le coup, la production n'a pas induit ça, même si indéniablement ça a aidé les choses. Enfin, ça s'est passé de manière concomitante, mais c'était pas c'était pas à l'origine en tout cas de. Mais je voudrais juste finir. Moi, j'ai l'impression que l'existence, disons, de star, c'est peut-être un mot un petit peu galvaudé, mais enfin, disons, d'acteurs comme ça, qui peuvent provoquer des financements, assez paradoxalement, c'est notre dernier rempart de liberté, en réalité. C'est-à-dire que à partir du moment où on réussit à convaincre un acteur qui est rassurant pour un distributeur ou pour une chaîne, on vient plus du tout nous embêter. Enfin, à partir du moment où Lucchini a dit oui pour Alice et le maire, je pense que j'aurais pu rajouter 1 heure de film, faire le film en noir et blanc. Enfin, vraiment, on m'aurait dit il y a vraiment aucun problème parce que tout le monde était rassuré par Lucchini. Et j'ai l'impression que les nouveaux acteurs, on va dire, du cinéma et de l'audiovisuel, comme Netflix ou des gens comme ça, en fait, Netflix devient la star, en fait. C'est-à-dire que personne ne va voir un film Netflix parce qu'il y a tel ou tel acteur dedans. Les gens voient Netflix parce que c'est du Netflix. Et que le jour où on ne pourra plus être, entre guillemets, protégé par une Charlotte Gainsbourg ou un Vincent Lacoste, etc., on se retrouvera, disons, dans un rapport beaucoup plus frontal au système. Enfin, j'ai l'impression que j'insuffle de l'angoisse à tout le monde là, mais on se retrouvera dans un rapport beaucoup plus frontal, au système, et c'est là que ce sera extrêmement difficile. C'est-à-dire que malgré tout, aujourd'hui, peut-être que, je ne veux pas à la fois avoir poser la question et répondre à la question, et y répondre parce que c'est vraiment qu'une hypothèse. C'est que aujourd'hui, ce qui nous permet effectivement de faire les films qu'on a envie de faire, c'est que malgré tout, les comédiens, malgré tous leurs défauts, sont quand même de notre côté. C'est-à-dire qu'ils veulent continuer à travailler avec nous. Et que le jour où ils n'auront plus leur statut, le jour où on n'ira plus les chercher en moto-taxi, parce qu'ils seront des salariés normaux, des intermittents normaux de Netflix, et qui n'auront plus de pouvoir. En fait, le jour où je pense où les grands comédiens perdent leur pouvoir, on perdra le pouvoir instantanément aussi. Et que je vis la période où il y a encore des comédiens entre guillemets bankable comme quand même une bénédiction. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens, quand on va voir une chaîne, on leur dit voilà, il y a un tel et un tel, ils nous protègent. Là, je sais enregistrer, mais là, le scénario de prochain film est quand même un petit peu trop fantaisiste, je pense, pour les financiers habituels du cinéma français. Mais comme il y a deux acteurs vraiment très populaires, en fait, ça n'a aucune espèce d'importance. On me laisse vraiment faire ce que je veux. Alors, et je sais que c'est pas du tout sur le succès d'Alice et le maire. C'est vraiment sur leur notoriété à eux. Et ben, le jour où on se retrouve avec que des séries Netflix, et où, moi par exemple je ne connais pas les noms des acteurs des séries Netflix, que ce soit les séries françaises ou américaines, même des séries qui font, je sais pas, des millions et des millions et des millions de vues, ben, le jour où plus personne ne connaîtra des noms de comédiens,
à mon avis, pour faire autre chose que une série de zombies dans une station spatiale, il faudra se lever de bonne heure, quoi. Oui, non, mais oui, ça se défend, ça se défend totalement. C'est vrai, en l'occurrence, pour le cas de Vincent Lacoste ou Charlotte Gainsbourg, pour le film que je suis en train de faire actuellement, ça n'a changé en rien le film que je voulais faire. Enfin, aucun compromis a été fait. Enfin, donc ça n'altère pas. J'ai pas le sentiment que ça altère mes films. Donc en ce sens, oui, tu as raison. C'est une forme de protection, même de bénédiction. Après, bon, je pense que Lucchini, c'est peut-être encore un exemple à part. C'est-à-dire que faire un film avec Vincent Lacoste, c'est pas non plus un blanc-seing. Enfin, c'est pas pour ça. Ça reste je veux dire, les très grandes stars qui fait qu'on pourrait rallonger le film d'une heure, comme tu dis. Je pense qu'il y en a pas énormément, quoi. Enfin, il y en a très peu. Je t'avoue, j'ai pas essayé d'allonger le film d'une heure. De toute façon, Lucchini m'a dit pas plus d'1h40 ton film. Hein. Donc, voilà. Non, c'est plus quelle force de frappe, effectivement, pour les films qui n'ont pas ces acteurs-là, quoi. Enfin, en ça, oui, il y a un vrai pincement au cœur, il y a un vrai... Bon, j'enfonce une porte ouverte, mais oui, ça, c'est un vrai souci, évidemment. Non, mais après, je pense qu'il y a une existence, évidemment, tout à fait possible pour n'importe quel film. Et après, c'est une question... Alors, bon, c'est que en fait, on peut faire des films avec des gens pas du tout connus, etc., mais dans une toute autre économie. Mais ça implique, quand même, étant donné la lourdeur du cinéma, etc., d'accepter de très très mal payer tout le monde. En fait, voilà, il y a aussi pour moi, voilà, quelque chose qui, c'est-à-dire que les films coûtent cher aussi parce qu'il faut payer les gens dont on... Changer le cadre, le dispositif du tournage aussi, c'est une possibilité. Romer était quand même là-dessus un exemple assez incroyable, quoi. Essayer de trouver la cohérence économique, effectivement, à l'intérieur de chaque projet. Oui, mais je pense que pour le coup, ça c'est du génie. C'est-à-dire qu'en fait, il faut le même génie pour faire un immense film à 5 personnes que pour faire un immense film à 3000. C'est-à-dire, un immense génie. C'est un talent qu'on peut avoir. Hein. Je veux dire, mais par exemple, moi, je sais que je pense que je n'aurais pas ce talent. Enfin, je pense que typiquement, tu l'as, toi. Enfin, je veux dire que voilà, mais c'est il faut une forme disons un talent spécifique qui est pas voilà. Oui, tous les projets ne s'y prêtent pas. Enfin, ça ne se prête pas peut-être à tout le monde, comme tu dis. Et en tout cas, toutes les histoires s'y prêtent pas. Ouais, non, mais c'est pas ça. C'est toutes les inspirations ne s'y prêtent pas. C'est-à-dire que si ton inspiration c'est ça, évidemment, tant mieux. Mais c'est vrai que moi je serais assez malheureux, voilà. Non, alors peut-être une dernière question dont on voulait parler, c'est bon, alors qui n'a vraiment rien à voir, c'est le rapport à ta musique dans les films. Non. Non, mais juste voilà, est-ce que toi tu es musicien, comment tu travailles ça, etc. Non, je suis pas musicien, j'aurais adoré l'être, mais effectivement j'adore la musique. Non, j'ai un peu le fantasme qu'on puisse regarder des films comme on écouterait une chanson d'une manière assez sensorielle. Mais j'ai pas un rapport très théorique à ça, c'est pour ça que je serais assez démuni pour en parler. Mais je suis sans doute très inspiré par la musique, plus inspiré par la musique que par le cinéma. Et peut-être que ça fait le pont avec ta première, notre premier échange, la première question. C'est vrai, étant assez peu cinéphile, ayant vraiment des lacunes immenses, j'ai le sentiment que je n'ai jamais réellement mis comment dire ça, j'essaie de ne pas placer le cinéma entre mes films et moi, c'est-à-dire que c'est jamais une référence. Je fais les choses de manière très, très instinctive.
Et du coup, ça crée, je pense, quelque chose d'un peu particulier. Est-ce que ce que j'essayais de décrire de ton cinéma, c'est quelque chose, par exemple, que tu peux ressentir dans la musique que tu écoutes ou pas forcément ou... En tout cas, c'est ce que je recherche, oui, dans la musique, mais aussi dans le cinéma. Enfin, moi, c'est ce qui me touche, c'est d'arriver dans une salle et de découvrir une musicalité, enfin quelque chose. C'est ça qui me touche, c'est des gens très très différents. Enfin, quand j'ai l'impression que ce film ne pourrait pas être fait par quelqu'un d'autre. Enfin, bon, c'est une platitude hein, de le dire, mais donc non, je peux pas te répondre. Je sais pas comment la musique vraiment, agit là-dessus. Mais en tout cas, c'est cette chose-là vraiment, oui, de l'ordre de la musicalité, de la langue, de la mélodie, du rapport au temps, qu'on peut reconnaître comme ça de manière certaine au premier plan de certains films. Et c'est ça qui me touche moi profondément quand je vais au cinéma. Non, vous avez beaucoup parlé des acteurs et des acteurs qui avaient pu être inventés par la nouvelle vague, mais à mon sens, il y en a pas tant que ça. Hein, je veux dire, parce que même Belmondo, je veux dire, c'est pas vraiment Godard. Je veux dire, de toute façon, il aurait fait carrière, c'est bien évident. Si Godard a inventé quelqu'un, c'est Anna Karina, mais qui n'a joué quasiment qu'avec lui. On peut dire la même chose pour Chabrol, ou on peut dire la même chose pour Jean-Pierre Léaud et Truffaut. On pourrait dire, je sais pas, et Lucchini, par exemple, avec Rohmer. Moi, j'ai connu un peu Lucchini au moment où il arrivait à sortir de l'univers romérien. C'était sa hantise d'être enfermé là-dedans. Je veux dire, bon voilà, c'est finalement peut-être un des rares acteurs inventés par quelqu'un de la nouvelle vague qui a pu vraiment se révéler comme un grand acteur dans un cinéma populaire, commercial, etc. Mais moi, ce que j'aimerais bien que vous parliez là, c'est de votre façon de travailler avec les acteurs. Hein. Tout à l'heure, tu parlais, Nicolas, de Piala. Moi, j'arrive de La Rochelle. J'ai revu 6 Piala là, et j'ai assisté à une conférence tout à fait intéressante avec Sylvie Piala et Dominique Besnéard sur un peu la méthode Piala et sa façon de travailler avec les acteurs. Bon, on sait qu'il recherchait une vérité et que c'est une vérité intérieure, hein, et que finalement, il n'y a pas véritablement de direction d'acteur, hein, mais il y avait cette recherche éperdue d'une vérité. Et pour tous les deux, j'aimerais bien savoir comment vous travaillez avec vos acteurs. Est-ce qu'il y a une direction quelle est la méthode à la fois de Michael et de Nicolas? C'est assez différent avec chaque acteur. Je crois que une fois qu'ils sont choisis, il y a une grande partie déjà du travail qui est fait, quoi, dans la manière de choisir, dans la manière de donner le rôle. Et puis, il y a quelque chose qui passe pas beaucoup par les mots. Enfin, on discute pas énormément, quoi. Les choses se font plus en dehors, en fait. J'ai le sentiment que réellement sur le plateau. Après, ça dépend des gens. Il y a évidemment des acteurs beaucoup plus intuitifs que des autres, d'autres qui ont besoin d'un peu plus de repères psychologiques, de choses comme ça. Mais j'avoue que je suis pas fan de ça. J'aime que les choses se passent un peu de manière un peu capillaire, comme ça. Enfin, c'est sans trop de mots. J'ai l'impression que les acteurs on dit souvent qu'on leur vole des choses, mais ils nous volent énormément. En fait, ils comprennent énormément en étant avec nous sur le plateau. Enfin, je pense que c'est assez mystérieux. De mon côté, c'est aussi, j'aurais beaucoup de mal à formaliser aussi ça, quoi. Je sais pas comment tu ressens non, mais c'est marrant que la question que tu poses vienne de Piala, parce que il se trouve que j'ai j'ai fait un dialogue avec Axel Repert dans les Cahiers du cinéma pour le prochain numéro sur Piala, et en fait je parlais justement de ça, c'est-à-dire que quand j'ai fait mon premier film, mon premier court-métrage, j'avais jamais mis les pieds sur un plateau de cinéma, parce que j'ai été stagiaire, enfin j'ai travaillé dans le cinéma avant de faire un premier film, et vraiment que dans la production, la distribution, enfin voilà, mais j'ai foutu les pieds sur un plateau de cinéma le premier jour. Je comprenais absolument rien à ce qui se passait, et je dois dire, en fait, tout le monde faisait le film sauf moi, en réalité. J'essayais vachement de faire la différence entre le chef électro et le preneur de son, et bon, voilà. Mais il y avait un truc qui s'est passé au bout de 3-4 jours de tournage, c'est qu'il y avait Alain Libolt qui jouait dans mon film, que j'avais choisi parce que je l'avais adoré dans
dans Conte d'automne, et il joue, il a une réplique, voilà, et je suis totalement émerveillé par sa manière de jouer. Je trouve vraiment l'acteur merveilleux, je le trouve génial, et je me retourne vers mon équipe, qui faisait mon film, hein, et ils font tous la gueule. Je leur dis, ils font tous la gueule, j'exagère. Ils me disent, mais quand même, il joue. Je dis, bah oui, il est super, il joue. Oui, mais enfin, on voit qu'il joue quand même. Et en fait, je pense que il y avait beaucoup de gens formés à la Fémis, etc., de ces années-là, pour qui, en fait, l'acteur devait... En fait, on devait faire comme Piala. Mais à nouveau, je veux dire, Piala est un génie, il n'y a pas de problème à ça. Hein. Mais Piala, il devait casser quelque chose dans le jeu du comédien pour qu'il ne puisse pas déployer son jeu. Il fallait casser quelque chose il ne fallait pas qu'il puisse déployer son jeu, et donc il fallait le contraindre d'une manière ou d'une autre, etc. Et donc, c'est-à-dire que il a fallu ensuite, c'est mon premier acte, entre guillemets, enfin c'est un peu prétentieux, mon premier acte de mise en scène, ça a été de demander à mon équipe de filmer les comédiens en train de jouer, et de ne pas essayer de trouver des artifices ou des... Vous me disiez, mais fais un truc, par exemple, demande à la comédienne de faire un truc qui n'était pas prévu pour le déstabiliser. Parce que quand il va être déstabilisé, il va y avoir un truc de vrai qui va se passer. Alors que là, quand il joue, c'est un acteur qui joue. Mais je dis, mais moi je l'adore cet acteur, donc j'ai envie qu'il joue comme ça. C'est pour ça que je l'ai choisi. Et il y avait une espèce d'incompréhension d'une partie de l'équipe, de se dire, mais en fait, il ne faut pas que les acteurs jouent. Parce que quand les acteurs jouent, en fait, ils jouent mal. Évidemment, à côté de Depardieu dans un film de Piala, mais ce qui m'intéresse, donc très vite, je me suis dit, mais en fait, la question de jouer juste, jouer pas juste, ne m'intéressait pas. Et alors après, bon, il se trouve que je suis vraiment, donc j'ai essayé de trouver des justifications pour moi et puis pour l'équipe, en disant, mais moi j'adore, par exemple, j'adore Guitry. C'est peut-être mon acteur préféré, mon acteur français préféré, pas forcément le meilleur, mais enfin c'est celui que j'ai le plus de plaisir à avoir joué. Quand il joue, on voit qu'il joue quand même, donc et ça ne me posait pas de problème. Et donc moi, disons, la manière que j'ai eu ensuite de travailler avec les comédiens, déjà c'était de les laisser jouer, et que plus leur manière de jouer disons, me donne du plaisir, ou plus je suis content, quand bien même l'effet de réel est amoindri. Parce que le problème de Piala, c'est que en réalité, les films de Piala, ce qui est marquant chez eux, c'est leur puissance. Enfin, voilà, Piala est un cinéaste extrêmement puissant. L'effet de réel qu'il y a chez Piala, il y a le même chez Lelouch. Enfin, je veux dire, je parle juste de l'effet de réel. Et puis cet effet de réel, à la limite, il va même y avoir ça dans un reportage sur TF1 sur un sujet. Il faut, je pense, quand on aime Piala et quand on se pose la question du comédien, c'est que l'effet de réel, il faut s'en débarrasser. Ça ne doit pas être un enjeu. Et donc, moi, j'ai envie que quand les acteurs jouent, ça se voit. Et alors après, évidemment, il faut moduler. Mais bon, évidemment, quand je travaillais avec Fabrice Lucchini, on travaillait exclusivement le texte. Il apprenait son texte, donc le texte était compliqué. Il me le disait au téléphone. Mais on travaillait le jeu comme si c'était un instrument de musique, enfin comme si on répétait un morceau de musique, et ça ne me dérangeait absolument pas et même Anaïs, qui est une actrice, on va dire, qui est moins, dont le jeu est moins visible que celui de Lucchini, j'essayais malgré tout que son jeu soit aussi visible. Voilà. Et la dernière chose, juste je finis là-dessus. Bon, je parle pas trop suffisamment de ma méthode, parce que j'ai du mal à savoir comment je fais exactement, parce que je suis pas là, je suis là sans être là quand je travaille. Mais juste ce que j'ai en tête à ce moment-là, c'est un extrait du documentaire de Rohmer, sur Rohmer
de cinéaste de notre temps, où il est interviewé par Jean Douchet. À un moment donné, il montre un extrait de répétition de Pauline à la plage, où il y a Amanda Langlais et Pascal Grégory qui improvisent, je pense, sur un canevas, j'imagine, en répétition. Et ensuite, il montre l'extrait du film. Et il y a tout de suite quelque chose de flagrant, c'est qu'entre guillemets, il joue mieux dans l'improvisation que dans le film. Et Romer dit, dans l'extrait, c'est plus naturel, mais dans le film, c'est plus prenant. Et moi, ce que j'essaye de faire, dans la direction d'acteur, si tant est que c'est possible, enfin, disons dans le choix des comédiens et dans la manière de travailler avec eux, c'est que les comédiens rendent la scène et le film prenant. Quand bien même, ils perdent en naturel. Et donc, je m'arrange toujours, évidemment, pour travailler avec des comédiens dont le jeu se voit. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais et voilà. En fait, en gros, je pense que tu seras d'accord avec moi. Il ne faut pas se tromper dans le casting. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre quelqu'un qui va sous-jouer quand on aime. Quand on est bressonien, il ne faut pas prendre Lucchini. Voilà, pour résumer. Voilà. Et quand on aime Sacha Guitry, il ne faut pas prendre même un très bon acteur qui va être dans une forme de sous-jeu. Voilà. Donc oui, en fait c'est Chabrol qui disait ça. Enfin, l'essentiel de la direction d'acteur, c'est quand même le casting, c'est-à-dire choisir avec qui on travaille. Bon, après, il ne faut pas être trop flemmard. Voilà. Non, mais cette notion de jeu juste, de toute façon, elle est tellement propre à chaque film. Voilà, ça joue juste chez Romer, voilà, d'une certaine manière. C'est créer un cadre de vraisemblable plus qu'un cadre de poids de réel. Voilà. En fait, ce qu'on appelle la justesse faussement, pour moi, je pense, c'est l'effet de réel. C'est-à-dire, c'est le côté... ce qui s'est passé, je pense, en fait, au moment d'Un homme et une femme de Lelouch, c'est pas rien, quand même. C'est, à un moment donné, les gens se sont dit, ah bah, chez Lelouch, contrairement aux films de cette époque-là, c'est comme dans la vie. Et c'est une invention qui probablement vient plus ou moins de chez Godard, parce que, mais quand même, pour moi, c'est une fausse piste. C'est-à-dire que, et comme tu dis, chaque projet nécessite un autre type de jeu. Et donc il n'y a pas de. Alors il y a des acteurs qui sont mauvais en général, des acteurs qui sont bons en général. Ça veut pas dire, mais par contre, il n'y aurait pas un jeu qui serait juste et un jeu qui serait faux. Enfin, voilà. Dans l'absolu. On va remercier tout le monde, je pense. Merci le festival et merci Nicolas et merci à vous. J'espère que on va pas se faire disputer d'avoir fini 10 minutes trop tôt, mais non. Bon, merci beaucoup et à bientôt.